Superbe. On est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment très spécial. Je souhaite vous partager des informations, mais en même temps, c'est plus que partager des informations, c'est raconter une histoire. C'est un sujet qui me passionne profondément. Que je garde beaucoup pour moi, que j'ai beaucoup longtemps gardé pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches durant toute ma jeunesse sur ce sujet-là. Et puis, j'ai développé différentes manières de faire des recherches, de trouver des informations et surtout de rassembler toutes ces informations pour que tout devienne complètement cohérent. Et aujourd'hui, la manière comme on étudie les pyramides, toutes les cités anciennes que l'on retrouve sont étudiées seulement selon la perception que nous avons, c'est-à-dire un mental, un intellect, certaines idéologies, certains fonctionnements et des traditions qui sont les nôtres, et on ne fait qu'en fonction de ça. Donc, pour résumer, nous n'analysons qu'en fonction de notre niveau de conscience actuel, c'est-à-dire que tous les scientifiques, les chercheurs, les archéologues, ils observent, regardent et analysent qu'en fonction de leur propre prisme de perception. Et ils ont beaucoup de mal à s'en écarter. Beaucoup de mal. Et c'est vraiment impressionnant. Et ça, on s'en rend compte quand on commence à percer des informations qui sont plutôt sur le plan de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là, et on va voir pourquoi. Donc, le thème, pour l'instant, un instant, je vais essayer d'améliorer le son sur le micro. Le thème d'aujourd'hui, donc, ce sont les Atlantes. On va pas tout de suite parler en détail des pyramides. Aujourd'hui, on va surtout parler des Atlantes. Qui étaient les Atlantes? Qu'avons-nous hérité d'eux? C'est mieux le son là? Qu'avons-nous hérité d'eux? Quel était leur niveau de vie? Qu'est-ce qu'ils ont atteint en termes de développement? Et en réalité, quel héritage, surtout, en fait, à travers tout ça, c'est quel héritage idéologique avons-nous reçu de l'Atlantide et des Atlantes, de cette période de l'Atlantide? C'est vraiment le cœur de la question, c'est quel héritage avons-nous reçu? Et pour ce faire, il faut parler des Atlantes, de l'Atlantide, des technologies qu'ils avaient et quel était leur mode de vie. C'est-à-dire, dans quel fonctionnement, à travers quel fonctionnement ils vivaient. Et en fait, derrière tout ça, c'est à travers quel pan de conscience ils observaient le monde, ils voyaient le monde, à travers quel prisme de conscience, d'accord? Aujourd'hui, malgré le développement, on va dire, fulgurant de la conscience, soi-disant, de ces dernières années, et ce n'est qu'une apparence, sur le plan à l'échelle de toute notre humanité, on peut affirmer une chose, c'est que globalement, notre monde va mal. D'accord? C'est un fait. Et on s'en rend compte. On s'en rend compte surtout là, actuellement. Vous pouvez observer, si vous allez chercher par vous-même un petit peu, vous verrez à quel point ça va mal. Et on peut voir à quel point l'être humain a du mal à se faire confiance. Donc, à faire confiance en son prochain, en son prochain, ce qui est contre nature, en réalité, vis-à-vis de notre nature. Et on vit dans une matrice qui est absolument splendide. Elle a été créée de manière à permettre aux âmes de vivre la plus riche des vies possibles. Et finalement, c'est comme si les pôles ont été inversés et qu'on était bloqué dans une sorte d'espace temporel où les énergies du bien et du mal ne sont plus en accord, mais en opposition. C'est-à-dire une énergie masculine, une énergie féminine, le positif, le négatif. Au lieu
de se joindre, de s'accorder, elles sont mises en opposition, toutes ces énergies. Donc c'est comme si on vivait dans une sorte de matrice falsifiée, parallèle, complètement caduque, et qui ne servait plus à nourrir une expérience collective, voire divine, mais bien un système qui se nourrit de nous, de nos pensées, de nos actions, et ce de manière cyclique, afin de nous garder, je dirais, coincés, sans pouvoir nous échapper. Depuis des millénaires, il y a des cycles planétaires qui se suivent, qui se sont suivis. Et actuellement, nous sommes au début d'une nouvelle ère. On l'appelle l'ère du Verseau. Et cette ère, elle est propice à la communication. C'est une réelle période de développement spirituel pour une conscience plus élevée. Et c'est vraiment un cadeau qui s'offre à nous. C'est cette nouvelle ère. Mais dépourvu de tous nos sens, on cherche, on se cherche, on part en quête, une quête de soi. Mais il existe tellement de variantes, tellement de courants, de dogmes, de mouvements, de cultes pour espérer se trouver, et on n'y arrive pas. Et pour les plus téméraires, c'est comme si certains se retrouvent comme des transmetteurs d'informations divines. Il y en a qui s'appellent des channelers. Certaines d'autres personnes, il y a carrément des guérisseurs qui peuvent guérir. Il y a d'autres personnes qui peuvent guérir. Par exemple, elles ressentent qu'elles ont des capacités psychiques, énergétiques, qu'elles ont les mains chaudes et qu'elles peuvent soigner les autres. D'accord ? Vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça, parce que tout ça, c'est lié à la civilisation des Atlantes. Et puis, carrément, il y en a qui sont capables de guérir des personnes rien qu'avec leurs pensées. Ça, c'est réel, c'est actuel aussi, c'est possible. Mais quand on approfondit toutes ces recherches pour savoir d'où peut provenir toute cette connaissance spirituelle et magique, qui peut être transmise par tous les courants de notre époque, que l'on peut entendre, connaître, voir, même traverser, il est commun pour la majorité actuellement de passer par des courants, des religions, et avec plein de dieux possibles, tout ça. Mais si on remonte réellement dans l'histoire, qu'on regarde de plus en plus loin, on repasse donc forcément par quoi? On va repasser par l'Égypte, avec les grands prêtres égyptiens. On va voir les pyramides de Gizeh. Ensuite, on va se rappeler qu'il y a l'île de Pâques, avec des grandes statues assez improbables, tout ça, comment ça a été fabriqué, comment ça a été construit. Et puis, si on regarde à l'échelle du monde entier, on retrouve des pyramides partout, sur tous les continents. Il y en a des milliers en réalité, des milliers. On retrouve tous les mêmes principes de construction. On en trouve dans tous les pays, sur tous les continents. On va aller même, pour ceux qui ne sont pas au courant, par exemple en Chine, il y en a beaucoup dans différentes provinces. Si vous tapez sur Google, vous verrez la ville de Xi'an, Xian, etc. On a aussi le Machu Picchu au Pérou. Et là, si on remonte dans le temps, l'idée c'est de remonter dans le temps, et on passe des milliers d'autres exemples. Mais il y a un mystère qui persiste derrière tout ça, qui persiste, qui est là, et qu'on peine vraiment à déceler. C'est-à-dire que par exemple, il est estimé que les pyramides remonteraient à une dizaine de milliers d'années de notre ère. Aussi, en termes de courant spirituel, en termes de tradition, on a les traditions hindouistes, bouddhistes qui sont à peu près les plus anciennes à notre époque, on va dire. Si on démarre à partir dans le rapport, par rapport à notre ère, peut-être aussi en allant dans cette compréhension, on va pouvoir remonter à quelques 6000 années d'ancienneté, d'accord ? Mais tout ça ne permet pas actuellement non plus d'obtenir une sorte d'axe de compréhension absolument logique et stable pour pouvoir pleinement comprendre quelle est notre fonction, qui on est. Et puis par exemple, moi j'ai cru longtemps que les religions, elles étaient faites pour expliquer les liens avec le cosmos, le monde invisible, et qu'elles étaient construites de manière à pouvoir parler
à différentes civilisations, qu'elles puissent être comprises en fonction de la mentalité et de la culture. Et pour y arriver, pour obtenir des réponses, il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Imaginez-vous un jour, un jour, tout le fonctionnement de l'univers fut écrit et maîtrisé à la perfection. Et ce, par une civilisation ayant vécu sur la même planète que la nôtre. Cette civilisation, c'est celle des Atlantes. Ils avaient une maîtrise absolue des processus que l'on peut qualifier aujourd'hui, enfin que l'on pourrait qualifier de magique dans notre compréhension, voire de paranormal. Telle qu'on la nomme aujourd'hui, l'Atlantide, elle disparut il y a de cela 75 000 ans environ. Pour le moment, c'est pas important, c'est pas vraiment ce qui est le plus utile d'expliquer comment cette civilisation disparut. À tel point, pour l'instant, ça dépasse notre compréhension. Il faut vraiment rattacher plein de wagons pour comprendre comment elle a pu disparaître. Il faut même soi-même grandir et évoluer en conscience, rien que pour comprendre ça. Et ça demande euh, tout un, ça demande de suivre tout un axe de compréhension, toute une logique. Par contre, c'est intéressant de voir les liens et les différences qu'il peut y avoir entre eux et nous, entre eux les Atlantes qui ont vécu ici et nous les êtres humains, de manière à accéder, je dirais, à une compréhension plus importante de cette science magique, de la science magique. Déjà physiquement, ils étaient complètement différents de nous. Enfin, ils nous ressemblaient vraiment, mais ils mesuraient presque 3 mètres de haut. D'ailleurs, vraiment, au niveau de l'ADN, c'était complètement différent. Même certains mesuraient beaucoup plus, d'accord? Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, parce que bah oui, des informations sur la taille qu'ils faisaient, sur quel continent ils ont marché, comment ils ont évolué, tout ça, on peut retrouver tout ça sur YouTube. Allez-y, vous allez trouver énormément d'informations. Mais très peu ou quasiment rien sur quel niveau de conscience ils avaient, euh, comment était construite toute leur civilisation. Et là, l'idée, c'est que les Atlantes ont construit toute leur civilisation grâce à la biotechnologie, c'est-à-dire une science basée sur la technologie génétique, atomique et énergétique. Énergétique. Pas électrique ou je sais pas, énergétique. Et pas non plus énergétique comme une centrale nucléaire ou quoi que ce soit. C'est comprendre comment fonctionne l'énergie dans la matrice sur le plan subtil, bien en deçà du plan physique, c'est-à-dire vraiment l'énergie sur le plan métaphysique. Mais rien que sur le plan physique, pour nous, actuellement, c'est déjà pas forcément évident de s'imaginer ce que peut être la biotechnologie. Imaginez-vous, imaginez-vous, simplement porter un vêtement vivant, c'est-à-dire un costume composé de tissus vivants qui vont fournir à votre corps tout ce dont vous avez besoin, de la chaleur, de l'énergie, toutes ces choses-là, et que ça va communiquer avec votre peau, et que ce soit naturel. Imaginez-vous ça. Alors, maintenant, on peut imaginer ça, parce qu'aujourd'hui on a des films qui peuvent encore nous aider à concevoir ça. Essayez maintenant d'imaginer ce que peut être une maison vivante ou un véhicule vivant qui va réagir à nos humeurs, à nos émotions et même répondre à nos pensées. Et on est loin de ce qu'ils sont en train de nous construire là dans les centres de développement avec des puces, des machins, tout ça qu'on veut nous faire rentrer dans le cerveau. Non, ça c'était à l'extérieur et c'était juste la pensée qui contrôlait tout ça. Mais toutes ces machines, toutes ces technologies, elles étaient faites de biotechnologie. C'est-à-dire que actuellement, c'est pas étonnant que l'on ne retrouve plus de traces ou très peu de traces de cette civilisation, parce que tout était fabriqué à partir de tissus vivants, donc organiques. Et moi, j'avais un ami quand j'étais à l'école qui m'avait parlé que bon, en fait, il pouvait obtenir des informations qui provenaient de cadres secrets.
vraiment, réellement. Et en fait, il m'a raconté une histoire, c'est que à la, je sais plus, on va dire à la NASA, je sais pas, mais bon, dans les sous-sols des services secrets, euh, ils ont convié une personne qui avait construit une machine qui pouvait répondre aux émotions et à nos pensées. Et en fait, cette personne-là qui avait construit ça chez lui, dans son garage, bref, il est un génie, on va dire, il a été convié par des agents pour pouvoir lui présenter quelque chose. Et en fait, ils l'ont fait venir pour regarder une machine qu'ils avaient depuis très longtemps. Et en fait, c'est une machine qui devait, peut-être qu'ils ont retrouvé de la période Atlante, qui détiennent, et qu'en fait, euh, cette personne-là qu'ils avaient invitée, ils pensaient avoir été le premier à fabriquer une machine vivante qui pouvait répondre à nos émotions. D'accord? Mais un truc, vraiment un objet bon, complètement novateur, mais bêta, on va dire, le prototype bêta. Et, et en fait, il a été invité, ça c'était il y a longtemps, et il a été invité par des agents et tout ça, et ils lui ont présenté la machine. Et en fait, cette personne est pratiquement devenue folle, il est devenu fou, parce que ce qu'il a vu dépassait ce qu'il pouvait comprendre en termes de conscience, en sachant tellement ce qu'il est possible de faire, en fait, il connaissait les limites de développement de technologie pour la biotechnologie, et il a vu quelque chose une grande machine, une sorte de soucoupe volante, on va dire, qui répondait directement à nos pensées, à nos humeurs, mais comme si c'était son projet qu'il avait fabriqué, puissance 1000. Et là, en fait, on va dire qu'il a pété un câble, on va dire ça comme ça. Et en fait, on a retrouvé des machines, des véhicules qui ont été faites grâce à la biotechnologie. Donc, elles existent. Mais tout ça nous est complètement caché, d'accord? Mais, en tout cas, si on ne retrouve que très peu de traces ou pas de traces du tout, actuellement, de manière publique, on va dire ça comme ça, c'est parce que tout était fait, euh, toute la technologie était fabriquée par le biais de la biotechnologie, et donc tout était fabriqué à partir de tissus vivants, donc organiques. Ça veut dire que une fois que ça ne marche plus, ça se décompose. C'est quand même magnifique. Et là, rien que là, imaginez-vous le l'immense écart entre leur civilisation et la nôtre. Aujourd'hui, la moindre chose qu'on produit, qu'on fabrique, c'est un déchet qui va créer un problème sur l'environnement. Cet environnement qui est notre branche sur laquelle on vit. Donc, ça, ils avaient conscience de tout ça et ils prenaient, c'était vraiment une des pierres angulaires de tout leur développement, c'était de prendre soin de cette belle branche qu'est notre planète. Donc, imaginez-vous tout ça. Mais si les Atlantes avaient le moyen de créer des organismes vivants à volonté auxquels ils donnaient vie, eh bien, comme tout organisme vivant combiné à un autre, ils entrent en symbiose. Il fallait donc une interface pour contrôler cette symbiose. Il existait donc à cette époque une sorte d'ordinateur central qui permettait de contrôler de multiples opérations tout sur la planète et qui faisait fonctionner plusieurs technologies à la fois. Une sorte de grand ordinateur central de bord qui était la machine la plus avancée existante et qui permettait aussi de faire avancer le développement, écoutez bien, qui permettait aussi de faire avancer le développement de la conscience de chaque être humain, de la civilisation toute entière. C'est-à-dire que vraiment, elle était capable, cette machine, si l'être se connectait en conscience à cette machine, alors comment il le faisait en s'asseyant et en rentrant en méditation. Il pouvait se connecter à cette machine, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils pouvaient se connecter au cosmos, ils pouvaient se connecter à leur moi supérieur, ils pouvaient se connecter à leur âme, et ils avaient aussi en plus cette machine pour pouvoir accélérer leur processus de développement. À l'époque, c'était vraiment encore quelque chose de très, très utile pour eux. Et vis-à-vis de cet ordinateur, le résultat
était telle que cet ordinateur, il développa un réseau reliant tout le vivant sur notre planète à cette époque-là, d'accord? C'est, c'est pas un ordinateur comme on peut l'imaginer aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui, une sorte de méga ordinateur. Et il détenait, cet ordinateur, une connaissance absolue des êtres, de tous les êtres, de la Terre et de l'univers. Il sauvegardait les informations de tout ça. Et il servait aussi d'interface entre la biotechnologie. Donc, il servait donc d'interface entre toutes les biotechnologies qui étaient créées et toute forme de vie. Toute forme de vie. Les êtres animaux, les êtres humains, tout ce qui était présent. Et les Atlantes avaient donc, étaient donc en capacité de contrôler des choses comme la météo, la migration des animaux, la quantité de personnes qui peuplaient la Terre, toutes sortes de véhicules et énormément de choses. En fait, imaginez-vous, énormément de choses. Et regardez, si on fait un petit clin d'œil, s'ils étaient capables de faire ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, si il y a une symbiose entre des choses que l'on pense qui se forment naturellement, c'est-à-dire la météo, et qu'en fait on comprend que maintenant la météo il était possible qu'elle soit contrôlée avec quelque chose, avec un ordinateur qui pouvait contrôler euh, la sphère biotechnologique, physique et la sphère métaphysique. Donc pouvait contrôler des choses beaucoup plus subtiles qui comme si, comment dirais-je, qui géraient tout. On va dire qui géraient tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le clin d'œil, ce que je veux dire par là, c'est que si on met la même force qu'un ordinateur central, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on rassemble plein d'êtres humains qui développent une conscience collective et qu'on se dit tous qu'on peut maîtriser la météo, on peut changer la météo grâce à nos pensées. On peut le croire, mais ça demande de faire évoluer sa conscience pour accéder à ça. Et ça se fait pas tout seul. Aujourd'hui, soi-même, c'est peut-être pas jouable, on va dire ça. Euh, en tout cas, leur conscience était tellement puissante, avec cet ordinateur en plus, qu'ils pouvaient contrôler tout ce qui était vivant, rien qu'avec la force de la pensée. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui géraient cet ordinateur de bord, et en fait, ils contrôlaient cet ordinateur de bord seulement avec leurs pensées, et cet ordinateur de bord contrôlait, enfin, pas contrôlait, mais euh, gérait, il y avait une gestion pour que tout se coordonne au mieux sur la planète, tout le vivant. Et ça, c'est une information capitale, extrêmement importante, parce que quand on voit là, le développement actuel des choses, aujourd'hui, ça veut dire que si ça a été possible de faire une liaison entre des ordinateurs physiques et la vie, donc les êtres humains, les animaux, tout ça, et que il a pu se faire qu'il y ait une connexion entre l'un et l'autre et que tout pouvait être contrôlé, aujourd'hui on voit ce qu'on essaye de faire. Ça veut dire que c'est possible qu'il existe quelque chose qui fasse le lien entre la technologie et cette sphère humaine, biologique, vivante et tout ça et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas pour faire le bien. C'est pas pour l'évolution. C'est pour le contrôle. Le contrôle total des masses. Ça laisse à réfléchir. Donc, il faut voir l'histoire. Il faut connaître cette histoire. Mais, donc, on revient à cette époque. Tout fonctionnait en symbiose pour le développement de toute la communauté et de tous les êtres. Vraiment, c'était ça qui était intéressant. C'était vraiment une civilisation hautement développée. Et pour faire une différence à nouveau avec notre science moderne, nous n'en sommes rendus qu'au niveau de celui des hommes des cavernes en comparaison avec la leur, au niveau atteint par cette brillante civilisation. Et puis rappelons-le nous, du temps des Atlantes, il y avait une démarche dominante. C'était celle de la magie.
La magie, mais pas la magie comme nous, on le conçoit, on l'entend, tout ça, oh là là, les magiciens. Non, non, c'était euh, celle de pouvoir développer des capacités personnelles en étudiant son microcosme face au macrocosme, c'est-à-dire de l'univers entourant, environnant. Et ils ont pu obtenir de très, très grands résultats. C'est-à-dire que les habitants de l'Atlantide euh, étaient une sorte de caste supérieure qui gérait toutes les populations. Ils étaient donc en mesure de contrôler tout ce qu'il se passait sur la planète par le seul emploi de leur conscience. Et en fonction de ce qu'ils avaient mis en place, qui fonctionnait parfaitement depuis des millénaires, ça a duré des millénaires, euh, c'est-à-dire une civilisation qui recherchait le progrès pour le bien de la communauté tout entière dans son environnement, euh, ils avaient aussi des capacités, mais des grandes, grandes capacités. Euh, ils avaient donc des capacités de sorte de médiumnité, mais aussi très, très scientifiques. Et ils étaient en mesure de prédire l'avenir sur des millénaires en rassemblant tous les facteurs possibles, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Donc, c'était une sorte de gros, gros calcul qu'ils pouvaient faire. Et en se projetant sur l'avenir, ils ont pu voir que un jour, il y aurait plus le soleil, il y aurait une extinction du soleil, d'accord? Donc, ils se sont dit, il faut qu'on construise quelque chose qui puisse nous fournir de l'énergie. Parce qu'à ce moment-là, c'était le soleil qui leur fournissait de l'énergie. Et puis d'autres technologies, bref. Et puis ils se sont dit surtout, sans le soleil, on va pas pouvoir continuer à vivre. Et du coup, ils cherchèrent une solution pour dépasser ce problème. Ils décidèrent finalement de fabriquer un réacteur énergétique pouvant fournir assez d'énergie à toute la population atlante. Et bien sûr, sans externalité négative pour la planète. Et grâce à toute la puissance intellectuelle, toute leur conscience, tous les travaux qu'ils ont pu mener pour y arriver, eh bien, ils ont réussi. Et à titre de comparaison, toute la synthèse nucléaire que les savants d'aujourd'hui ont réalisée, c'est une simple parade. Euh, c'est presque ridicule parce que oui, aujourd'hui, par exemple en Chine, ils essayent de reproduire dans un réacteur une sorte de mini soleil pour reproduire l'énergie solaire. Et je vais pas dire comment ça fonctionne tout ça, mais en comparaison, ce n'est qu'une toute petite parade. Eux, les Atlantes, avaient littéralement créé un mini soleil qui fut implanté sur notre planète. C'est-à-dire qu'on a eu un soleil, une sorte de mini-soleil, qu'ils ont réussi à générer sur notre planète. Alors, il y avait plein de technologies en lien avec ça pour produire cette énergie solaire. C'est pas la même énergie solaire comme aujourd'hui, c'est carrément un soleil qui était implanté. Et de cette énergie solaire jaillissait une source d'énergie infinie et qu'on pouvait utiliser pour le bien de toute la société. On va dire ça comme ça. Et donc, ce réacteur solaire, il fonctionnait pas seul, il était rattaché à d'autres systèmes pour fonctionner, à cet ordinateur de bord. Et il devait toujours y avoir un sage, comme je disais, quelqu'un qui devait maîtriser tous ces ordinateurs juste avec la pensée, en se connectant à cet ordinateur de bord. Et c'est grâce à sa conscience qu'il pouvait maîtriser ça et faire vivre ce mini-soleil. En fait, ils étaient plusieurs. Ils faisaient vivre ce mini-soleil grâce à leur conscience. Et ça faisait fonctionner aussi en parallèle donc une autre technologie. Donc on avait cet ordinateur de bord. Maintenant, on avait le mini-soleil. Et vu que tous les êtres qui vivaient à cette époque se connectaient à cet ordinateur de bord, il y a une sorte de bibliothèque qui a été créée. Et on va en parler. On va en parler parce qu'en fait, pour que tout ça fonctionne, admettons, si un jour, il n'y avait plus personne aux commandes de cet ordinateur de bord, plus rien ne fonctionnait. Donc, il devait toujours y avoir quelqu'un qui nourrissait. C'était à cycle fermé, tout ça, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas fonctionner sans que quelqu'un soit tout le temps connecté en conscience dessus. Et donc, tout ça, ça faisait fonctionner tout ça, ça nourrissait une sorte de grande bibliothèque d'informations qui sauvegardait tout le savoir de la civilisation, et ce depuis des millénaires. Ça a duré très très longtemps.
Donc ça donne vraiment une première idée de toute la différence qu'il peut y avoir entre eux et nous, d'un point de vue aussi bien développement, technologie, conscience et durabilité dans le développement. Euh, Imaginez-vous à nouveau en comparaison, à notre époque, les scientifiques estiment que l'ordinateur le plus puissant que nous puissions avoir, euh, il rivalise en termes de capacité de calcul à un cervelet d'escargot. Donc on n'est pas très... D'accord, on fait plein de choses avec ça, mais c'est... et on sait pertinemment que nous n'utilisons qu'une toute petite partie des capacités de notre cerveau et de notre conscience. Alors imaginez-vous de quoi est capable le cerveau d'un être humain développé à 100% de ses capacités. Eh bien, c'est de cette conscience que l'on a appelée plus tard la conscience magique, ainsi que celui qui la porte, le mage, il maîtrisait tout ça. Et je ne parle pas encore de l'ADN, parce que même si on rassemblait de concert tous les ordinateurs que l'on a aujourd'hui dans le monde pour essayer de le décoder, on n'y parviendrait pas tellement sa construction est complexe et demande une conscience exceptionnelle et aussi une maîtrise absolue du sujet, suprême. Et surtout, on en est encore très 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 loin d'être prêt. Un autre point qui me revient, c'est un géographe, historien, philosophe, Hérodote. Hérodote. Il disait des Atlantes que les Atlantes ne rêvaient pas. Et ça, c'est très très intéressant. Hérodote disait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais surtout, ça rejoint ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les Atlantes, ils vivaient en absolue, totale conscience. Quand nous faisons des rêves, nous, ce sont les informations qui montent du subconscient et qui remontent à notre conscience, à travers notre rêve, pour qu'on comprenne des choses, pour qu'on vive des choses, etc., pour qu'on soit conduit, pour qu'on vive des émotions, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Eux, les Atlantes, ils prenaient conscience des choses instantanément. Et par exemple, nous respirons. On respire. Notre cœur bat. Ce sont des processus automatisés qui sont inscrits dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être concentré là-dessus pour que tout ça, ça fonctionne. Les Atlantes, eux, faisaient fonctionner tous ces processus en conscience, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils avaient une telle capacité à être concentrés sur énormément de choses en même temps et à mettre de l'énergie sur cette capacité de gestion qu'ils maîtrisaient tous ces processus. C'est vraiment impressionnant. De plus aussi, ce qui est très important à comprendre, c'est que les Atlantes avaient toutes les capacités psychiques de développer. Et celles-ci, elles prenaient une dimension vraiment différente de la nôtre. C'est-à-dire que leur troisième œil, qui est la glande pinéale, une glande piezoélectrique, elle a une fonction physique, donc hormonale, pour le système endocrinien, mais aussi une action métaphysique. Elle est reliée à des canaux subtils qui permettent d'avoir des capacités. Des capacités telles que la clairvoyance, la clairaudience, le clairodorat, le clair-savoir relatif au savoir divin, la vision tactile, le toucher, les dons de guérison, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est rattaché à ça, la glande pinéale et le 6e centre énergétique. Chez les Atlantes, toutes ces capacités étaient développées à 100% pour la majorité d'entre eux. Imaginez-vous. Tandis que pour nous, c'est à peine si ces fonctionnalités sont enclenchées, sont actives, à peine. Et c'est très dur de les réactiver. On peut le faire. Moi, je fais des stages pour amener les personnes à activer toutes ces capacités. Et même si notre 6e centre énergétique fonctionne, là, ce centre-là, parce que c'est obligatoire pour que notre corps énergétique vive, donc pour que notre corps physique vive, les canaux subtils derrière, comme ceux que je viens de citer, sont fermés pour la plupart d'entre nous. Et il faut faire un travail
très important pour les ouvrir, assez important. Et même si on les ouvre un tout petit peu, ça peut s'éteindre très très vite si on ne les fait pas fonctionner, si on ne les pratique pas, on va dire. Mais c'est faisable, c'est faisable. Et vraiment, je conduis des groupes entiers pour ce faire, d'accord? Les Atlantes avaient toutes ces capacités, que l'on appelle de notre temps des dons, des dons. Mais eux voyaient plutôt ça comme des fonctionnalités, des capacités. Et ces fonctions-là leur permettaient de, par exemple, communiquer par la pensée, ce que l'on appelle plus communément la télépathie, ou bien carrément d'avoir un impact sur la matière grâce à leur pensée. Ça s'appelle la télékinésie. Et ils avaient pleinement conscience de l'impact de la pensée, qui est composée d'énergie et d'information, sur les particules élémentaires qui sont elles-mêmes composées d'énergie et d'information. Et la différence majeure entre notre civilisation et la leur, d'un point de vue développement spirituel, se situe au niveau de la constitution énergétique. Ils avaient donc la capacité psychique Ils avaient donc les capacités psychiques ultra développées et fonctionnaient avec une sorte de logique totalement différente de la nôtre. Là où notre réflexion laisse pour la majeure partie du temps place aux émotions et aux sentiments, les Atlantes étaient dépourvus de ces sentiments. Ils avaient un centre, le centre énergétique du cœur. Regardez par exemple, quand vous marchez dans la rue et que d'un seul coup vous vous faites klaxonner, vous faites quoi? Vous sentez la chaleur qui dégage d'ici, la peur, là, un truc qui tape ici. C'est pas physique, c'est métaphysique, c'est énergétique, c'est le centre énergétique du cœur. Il est là. Et c'est là où on vit notre empathie, la compassion, l'amour inconditionnel, toutes ces choses-là. D'accord? Eux, ils étaient dépourvus de ça. Ils avaient d'autres fonctionnalités qui étaient inscrites. Donc, c'est le centre des émotions profondes et on les vit dans toute leur intensité, avec des vibrations fortes. Mais les Atlantes, eux, ils n'avaient pas les mêmes ressentis, ils avaient des ressentis complètement différents. Leur mission sur cette planète était différente de la nôtre et ils devaient produire une expérience spécifique à leur époque qui servait à la providence. Ce centre énergétique-là, il nous a donc été fourni pour que l'on vive une expérience différente des civilisations précédentes. Et la mission est grande et absolument rien n'a été fait pour nous faciliter la tâche. Parce que c'est sur ce centre-là, écoutez bien, parce que là on revient un peu à notre époque. C'est sur ce centre-là que l'on vit, que s'enregistrent on va dire, deux émotions, mais plutôt deux sentiments les plus importantes, deux impressions sentimentales les plus importantes, que sont la peur et la rancune. C'est là que ça se génère. Et ce sont les deux émotions que notre monde peine à sortir de ça, à sortir de on peine à sortir de toute cette souffrance à cause de la peur et de la rancune. Et aussi bien sûr, plein d'autres schémas comme le rapport à l'autre, la jalousie, toutes ces choses-là, la vengeance, etc., etc. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment les médias manipulent les gens, il se passe quelque chose, les politiciens agissent de la manière action, réaction, tout ça. Et par exemple, il se passe un homicide, boum, on va réagir en fonction de ça parce que c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, ça va combler la peur chez les êtres quand quelqu'un va réagir en fonction de ce qu'ils attendent, en fonction d'attentes. Et de leur peur, bien sûr, d'être bien en sécurité. Et le problème, c'est que, imaginez-vous la même chose, alors que nous parlons des centaines de langues et que nous sommes mis les uns contre les autres, on voit ce qui se passe actuellement, on voit le conflit, on voit qu'on est pris complètement au dépourvu parce qu'on ne peut pas, c'est quasiment impossible d'agir quand tout est ficelé de cette manière. Pourtant, c'est bien là que se situe toute la mission de notre humanité en tant qu'humanité, de vivre pleinement cette expérience du cœur en apprenant à maîtriser tout ça de manière finalement
à ce que l'on apprenne quelque chose et qu'il y ait une issue qui serve d'expérience à la providence, au grand tout. Et à cela s'ajoute le fait que nous vivons pas très longtemps, nous, les êtres humains. Du coup, quand il s'agit de prendre conscience de quelque chose, c'est à peine on commence à prendre conscience de certaines choses très très importantes dans notre vie que ça y est, on a déjà 90 ans et c'est déjà la fin de la vie. Et eux, les Atlantes, pourquoi ils pouvaient aller loin à leur époque? C'est qu'ils vivaient des centaines d'années, alors que nous, voilà, à 75 ans, c'est la fin de la vie, parce qu'on nous a beaucoup construit, alors que on a été, euh, on est programmé pour vivre 150 ans, 200 ans. Et c'est vraiment comme ça que notre ADN nous permettait de vivre à l'origine, selon la manière comme nos créateurs, à nous, nous ont programmés. Nous ont programmés. Il y a énormément de choses. Je pourrais rentrer dans les détails, mais il y a énormément de choses en lien avec tout ce que je dis à chaque étape. Mais ce que j'essaie de faire, c'est surtout de donner un fil conducteur dans tout ça. Donc, les Atlantes, eux, avaient le temps de travailler sur plein de qualités, de faire des recherches, de faire des accords entre eux. C'était plus facile, sans rancune ni peur vis-à-vis de nous, sans peur de l'autre. Donc, ils étaient beaucoup plus avancés. L'objectif, le leur, était complètement différent et le développement était réellement en vue d'un bien commun pour la communauté. Une communauté qui n'avait pas la barrière de la langue, vu qu'ils pouvaient, quand ils voulaient aussi, communiquer par télépathie. D'accord? Mais l'Atlantide disparut. Elle disparut pour des raisons dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, pour le moment. Et ça, je n'en parlerai qu'à huis clos dans le cadre de mon stage annuel Renaissance de la Matrice. Je n'en parlerai jamais sur les réseaux sociaux parce que c'est trop... comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut prendre conscience de beaucoup d'informations, plein d'informations. Il faut aussi suivre une sorte de petit cursus de conscience pour en arriver à comprendre comment ça s'est passé, la transition entre leur civilisation et la nôtre. C'est vraiment un grand switch de conscience quand on apprend tout ça. Ça peut vraiment, là, soi-même, quand on connaît tout ça, quand on apprend tout ça, notre conscience explose, littéralement. D'accord? Et en fait, c'est ces informations-là qui permettent vraiment d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Et ça, tout l'ensemble de mes stagiaires en conviennent, le disent aussi. C'est vraiment important de connaître notre histoire parce que ça permet de remettre les choses en place. Bon, ce qu'il est important de retenir, c'est que même si cette civilisation est la plus développée que la planète n'ait peut-être jamais connue, elle a disparu. Les mages de cette grande époque, de cette époque grandiose, sont restés. Ils sont restés les mages, tous ces prêtres atlantes, les mages et tout ça et tout ça. Bien sûr, sur le plan physique, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais leur conscience et leur âme, ils se sont réincarnés. Et en fait, ils ont inscrit leur conscience dans l'inconscient collectif, parce qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, avec beaucoup d'inconscient, c'est présent. Et leur conscience est bien présente et leur puissance a toujours été décrite par la suite dans des traités, dans des écrits occultes. D'ailleurs, il y a énormément de mythes, d'histoires du monde entier qui sont directement rattachés à cette période de l'Atlantide, qui sont traduites en fonction des traditions. Enfin, il y a vraiment des milliers de mythes que aujourd'hui on lit à des enfants, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Inde ou en Grèce, la Grèce antique, qu'on nous a tous inculqué, que ce soit en, je sais pas, tous les pays asiatiques, tout ça, il y a énormément de mythes qui reposent sur l'histoire de l'Atlantide. Et tout ça se croise, se recroise. Et on peut vraiment faire les liens dans tout ça. Mais
Ce que je veux dire, c'est que cette pleine conscience, en dehors de tous ces écrits, parce que bon, il y a des mythes, il y a aussi des écrits occultes qui sont toujours sauvegardés par des bibliothèques qui sont verrouillées, on n'y a pas accès, hein. Vous comprenez pourquoi maintenant? Cette pleine conscience fut néanmoins sauvegardée comme une mémoire dans l'expérience de ceux qui avaient été incarnés dans cette civilisation, lors de cette civilisation atlante. Juste entre guillemets, rappelez-vous, notre âme s'incarne et vit une expérience qui s'enregistre d'un point de vue énergétique et informationnel pour, à la fin de notre vie, pouvoir repartir avec. D'ailleurs, je me suis noté quelque chose, je sais pas, ouais, entre parenthèses, 2 fois, une petite anecdote, une petite citation qui m'est venue. Retenez bien, il faut bien que vous reteniez une chose toute votre vie, c'est qu'il n'y a de valeur qu'en ce que la mort ne peut pas enlever, ne peut pas vous enlever. Il n'y a de valeur qu'en cela. C'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est interne, là, ça a de la valeur. Tout ce qui est prise de conscience, tout ce qui est enrichissement intérieur, ça, c'est la valeur qui est importante à accumuler lors de notre passage sur cette planète. D'accord? Mais en tout cas, c'est comme si à la fin de la vie, on repart avec ce bagage d'expériences réussies et d'accomplissement, et notre âme ramène avec elle tout ce qu'elle a pu atteindre, en termes de capacité aussi, toutes ses capacités psychiques, tout ça. Puis, à l'incarnation suivante, l'âme réouvre son bagage pour instaurer tout ce lot d'expériences dans un canal spécifique. Pareil, bon, je ne vais pas en parler là, mais j'en parle seulement aussi dans le cadre de mes stages. On accède à un canal spécifique, énergétique, subtil. La personne peut s'y connecter pour l'ouvrir et rétablir toutes ses capacités déjà atteintes dans une vie précédente où il y a 1000 vies de cela. Dans cette vie-là, librement, elle peut tout réouvrir. Je ne peux pas expliquer aussi non plus comme ça librement. C'est vraiment, ça doit rentrer dans le cadre d'un cursus très spécial. Donc, on a oublié actuellement que l'on peut faire ça, même si ces informations sont présentes en chacun de nous, à l'intérieur de soi. Et les techniques existent. Et je les décris très en détail durant le grand stage Renaissance de l'âme actrice que j'organise chaque année. D'accord? Donc, cette prise de pleine conscience se fait grâce à une sorte de jonction entre le conscient et le subconscient qui, par ailleurs, représente 2 facettes de notre personnalité formant notre esprit. D'accord? Sachant que les magiciens et magiciennes ont une compréhension très subtile de la structure énergétique de l'être humain, on sait très bien que c'est dans ce subconscient que se cachent toutes ces informations issues des incarnations précédentes. Et pour nous, la réincarnation est un fait et non un sujet de discussion sur lequel débattre. En comparaison des personnes habituelles qui se réincarnent avec des personnalités à chaque fois différentes, un mage, un magicien a la particularité, les capacités, la possibilité de pouvoir retrouver tous ses pouvoirs et les rétablir la pleine conscience en eux, incarnation après incarnation. C'est-à-dire qu'ils reprennent le travail où ils s'en sont arrêtés. C'est quand même magique. Donc, la différence entre nous actuellement, où on en est là, où on doit faire un très gros travail sur soi pour y arriver, eux, les Atlantes, c'était beaucoup plus facile d'y arriver parce qu'ils avaient toutes ces machines et cet ordinateur de bord pour rétablir toute cette mémoire cachée dans la conscience planétaire, fixée dans le champ énergétique de la planète, tel un cloud qui détient une sorte de bibliothèque entière d'informations gigantesques, vraiment des informations, une quantité gigantesque d'informations. Et aujourd'hui, cette bibliothèque, elle existe toujours. C'est ce que l'on appelle les annales akashiques, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, ces mémoires sont sous-scellées d'un système qui s'appelle le système des égrégores. Et ça demande un très grand travail sur soi pour y accéder sans être piégé en devenant un des pions de ce système. Et oui, même dans le milieu spirituel, c'est possible. Bon, c'est un peu complexe tout ça, je ne vais pas trop approfondir, mais aujourd'hui, les personnes qui se disent
pouvoir se connecter au monde akashique et ramener toutes les informations qu'ils veulent, ils sont dans une très probable illusion. Et en fait, s'ils y ont accès, c'est juste parce que c'est le système qui leur accorde de faire ça. Et pas l'univers, pas la matrice, pas la beauté du monde, pas Dieu, pas je sais pas tout ça. Juste le système des égrégores, vraiment. Donc, c'est devenu réellement impératif de rétablir ce pouvoir magique de manière autonome, d'accord? Et c'est donc comme ça qu'est apparue la magie, avec tout un système de techniques et de pratiques. Alors, je vais revenir, pas aujourd'hui, mais un peu à nos ancêtres à nous, là. Ils ont développé des pratiques spirituelles. Aujourd'hui, on a la méditation qui nous permet de monter dans des niveaux vibratoires différents, ce qui permet d'accéder à ce cloud d'informations, puis de reconnecter la conscience à cette mémoire énergétique et donc de se reprogrammer de toute cette connaissance. Et regardez, si vous avez vu le film Matrix, ça ressemble à un passage dans le film Matrix quand Neo se retrouve dans la salle d'entraînement et que on lui a branché le câble derrière juste avant. Il se retrouve dans la salle d'entraînement là et on lui télécharge le programme de combat. Le programme de combat lui est transféré et d'un seul coup, il comprend qu'il sait se battre. Eh ben, c'est exactement pareil. On peut retrouver toutes ces capacités en rentrant en méditation. C'est la même chose, sauf qu'il faut réapprendre à utiliser ces outils extrasensoriels et subtils. Et à partir de là, il peut y avoir une accélération de l'évolution de la personnalité et de la conscience de l'être humain. Et c'est comme ça que les mages, en tant qu'êtres humains, mais ayant été des âmes qui ont vécu du temps des Atlantes, ont préservé des connaissances qui subsistaient en créant des systèmes d'entraînement de la conscience et sont devenus des combattants du front invisible dans le progressisme de la civilisation des peuples. Ça, c'était pendant la période de transition, on va dire. Écoutez bien, parce qu'il leur a été il leur a été attribué des propriétés inhabituelles et des capacités divines. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils n'ont pas été les seuls à cet égard, parce que c'est ainsi que, par exemple, les fondateurs des religions, les saints, ils avaient aussi toutes ces capacités-là, soi-disant. Les saints, d'accord, les saints d'esprit qu'on entend, saint ceci, saint cela, bref. Par exemple, Jésus, Bouddha, Moïse, Mahomet, tout ça, ils avaient toutes ces capacités d'ouvertes. Ils avaient cette connexion divine, ils pouvaient se connecter au cosmos, à leur âme, à leur moi supérieur, à la matrice, toutes ces choses-là, vraiment. Ils pouvaient recevoir énormément d'informations. Il arrive même que, moins spirituel, on va dire, mais quand même, des scientifiques, ils avaient aussi qu'il y ait des scientifiques qui avaient des capacités surnaturelles. Par exemple, il y avait Albert Einstein, Nikola Tesla, Léonard de Vinci, Pythagore, Thalès, tout ça, et plein d'autres avaient ces capacités-là, enfin, plein d'autres, j'exagère peut-être un petit peu, mais beaucoup, et avaient un cerveau qui finalement se développait selon ce régime-là, dans un régime différent qui leur permettait de se connecter à ce cloud dans le plan subtil planétaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les personnes saintes, spirituelles, ils ont fondé des religions, tandis que les scientifiques ont créé des courants scientifiques, comme par exemple la physique, la chimie, les mathématiques, etc., etc. Comprenez tout ça. Et qu'est-ce que les mages de l'époque ont aussi mis en place? Après tout, ils ne pouvaient pas se permettre d'expliquer publiquement à l'ensemble de la population le fonctionnement du monde, la structure du monde. Ils ne pouvaient pas aller sur une place dans leur ville, dans leur cité et dire à tout le monde comment ça fonctionnait. Parce qu'une personne non préparée et n'étant pas équilibrée ou n'ayant pas le niveau de développement adéquat, soit on serait devenu folle, soit aurait créé un dogme, etc., etc. Par conséquent, le transfert des connaissances anciennes qui
était issu des Atlantes, de l'Atlantide. Attention, il faut bien se le rappeler, parce que tout ça avait été écrit dans des écrits occultes, tout ça, tout ça. Euh, euh, Ça devait être transmis de manière ciblée. Et du coup, en choisissant, par exemple, des personnes qui étaient prêtes à recevoir toutes ces informations. Et puis, il y a d'autres courants qui sont nés aussi. Donc, on a vu les courants scientifiques, les courants religieux, et il y a des sociétés secrètes qui ont été fondées. Il y en a qui sont bien connus, comme la franc-maçonnerie, les Illuminati, l'ordre des Templiers, l'ordre de Malte, la Rose-Croix, et j'en passe de très 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 nombreuses. Et ce sont aussi des anciens mages de l'Atlantide qui se sont réincarnés en tant qu'êtres humains. Ils sont à l'origine de tous ces fondements, de toutes ces sociétés secrètes, en étant réincarnés, bien sûr. Et de cette manière, la connaissance qui est issue de cette époque-là a pu être transférée d'enseignant à élève et transmise en secret, d'où le terme occultisme, c'est-à-dire secret. Ce sont donc les Atlantes qui ont transmis toutes leurs connaissances aux prêtres égyptiens, aux druides, aux magiciens, aux sorciers, et j'en passe, et des meilleurs, d'accord? Mais sur la base de tout ça, il y avait la volonté de préserver les connaissances de tout ce savoir et de toutes ces méthodes. Et tous ces groupuscules-là, obscurs, dont je n'ai jamais fait partie, dont je ne ferai jamais partie, clairement, et je vous ai un petit peu dit pourquoi. Bon, derrière, il y a des égrégores, il y a tout plein de choses, et ça pollue l'esprit actuellement. Et ça nourrit seulement un ego déséquilibré. Mais ces groupuscules-là, ils avaient préservé une sorte de ligne de transfert des connaissances jusqu'à ce jour. Par contre, il subsiste un double problème vis-à-vis de ces sociétés secrètes. Ils sont mal perçus de l'extérieur, ils sont médiatisés par l'Internet autonome qui influence l'esprit des plus faibles et laisse une impression de peur, de méfiance, de tout ça. Oui, il y a plein de choses très négatives, très néfastes, tout ça, mais c'est bien connu que tout ce qui est inconnu a tendance à faire peur. C'est bien connu que tout ce qui est inconnu a tendance à faire peur. Et de l'intérieur, le même problème subsiste. C'est-à-dire qu'aussi au niveau du fait que le savoir est trop souvent mal exploité et complètement orienté dans un sens qui n'est pas constructif. D'accord ? Dans ces groupuscules secrets, les initiés sont tous différents, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur propre équilibre, et du coup, chez certains d'entre eux, même s'ils ont de grosses responsabilités dans la vie, ils doivent vivre avec l'expérience pour accéder à une certaine compréhension et prolonger leur développement. Mais très souvent, l'ego prend le dessus et fait faire des choix ayant des externalités destructrices, comme déclarer des guerres à son voisin, à son pays voisin, etc., etc. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit toujours depuis des siècles. D'accord? Mais malgré tout, il y a certains groupuscules qui transmettent réellement des notions d'amour universel, tandis que d'autres organisent de réels sacrifices en versant le sang pour nourrir le système invisible, pensant qu'ils font leur part du mal afin de maintenir l'ordre entre le bien et le mal. C'est complètement bon, bref. Et qu'ils font leur devoir pour le bon ordre des choses. J'estime personnellement que cette époque est révolue et qu'il est impératif de rentrer dans en fait, non, je vais reprendre. J'estime personnellement que cette époque où il était impératif de rentrer dans des réseaux obscurs pour évoluer est révolue. Vous voyez, évoluer, révolue, on retrouve les mêmes lettres. Et surtout qu'il existe maintenant des options différentes, comme ce que je vous expliquais. Les cursus que je propose, les stages que je propose, et la communication aidant fortement, et l'époque si particulière s'y prétend, l'ère du Verseau, de nouveaux formats d'initiation
ont pu naître. Ces formats sont libres, comme celui que je propose, et permet de ne pas créer d'attache avec une entité externe qui aurait besoin de l'énergie de la personne pour être nourrie en retour, le système des égrégores. Donc, ce que je propose est complètement libre, et si vous voulez découvrir des formats spirituels autres, retenez seulement une chose, c'est est-ce que ce format vous laisse libre? Et même si vous croyez en apparence qu'il vous laisse libre, très souvent, vous vous retrouvez piégé parce qu'il y a une sorte d'énergie qui se rattache à vous, qui vous garde attaché, et vous n'en avez pas conscience. Il faut développer sa conscience, c'est vraiment nécessaire, c'est nécessaire. D'accord? Par contre, dans un autre sens, ne pensez pas que vous arriverez à atteindre un développement spirituel uniquement par vous-même, par soi-même, en passant par exemple la tête dans des ouvrages ou bien encore en se levant tous les matins en écoutant un message spirituel moderne ou encore en regardant des vidéos sur YouTube. Non, non. Il faut faire une vraie introspection, intronisation, intériorisation grâce à la méditation et en suivant un enseignement qui vous y permettra. C'est vraiment important. Sinon, si vous le faites de manière autonome, ça prendra juste plus de temps. Mais c'est bien, c'est bien. En fait, regardez, imaginez-vous quand je vous dis de regarder des vidéos, tout ça. Vous voulez apprendre la boxe. Vous voulez faire de la boxe. Eh bien, si vous apprenez juste grâce à des livres et des vidéos et que vous voulez vérifier vos talents sur un ring, vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est exactement pareil. C'est la même chose pour ce qui est de la spiritualité et c'est impératif de se rapprocher d'un enseignement qui puisse vraiment être solide, structuré, libre et aussi qui fasse vraiment renaître, qui puisse permettre vraiment de renaître, d'accord? Et le terme même de spiritualité, actuellement, il porte vraiment cette image de quelqu'un qui reste assis à méditer pour se sentir mieux, quelque chose du genre, comme si c'était une mode. Mais en fait, cette magie spirituelle, c'est un système de connaissances qui permet à une personne d'influencer la réalité environnante par la simple pensée et non aux dépens du corps, comme cela se produit chez les gens, je dirais, ordinaires, d'accord? Et ce savoir est très ancien et reste encore un enseignement peu divulgué dans ce qu'il est réellement, dans sa pureté, dans ce que cette civilisation si grande et si belle a pu nous léguer et dont nous restons complètement écartés. Et il y a une intention derrière, il y a tout un système qui souhaite nous garder de tout ça, de euh, toute toutes ces connaissances. Sauf que aujourd'hui, toute la littérature libre, librement disponible, ne contient pour la plupart qu'une quantité massive d'informations faussées. Et je ne parle pas de YouTube, d'accord? Et pour ceux qui ne sont pas prêts pour cette connaissance, eh bien, il en sera de même avec tout ce que j'ai pu divulguer ce soir. Et là, c'est là où il s'agit vraiment d'oser sortir de ce mouvement collectif, de cette conscience, et surtout de cette inconscience collective portée par une société en mauvaise santé et nous ayant pas conduit à nous apprendre à faire le pas vers soi, mais toujours d'aller chercher les choses à l'extérieur de soi. Non, à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, d'un côté, c'est important de comprendre tous les rouages du système énergétique selon sa vraie nature, tous les rouages de la psyché, comment fonctionne le corps humain, mais c'est aussi crucial de bien vouloir voir la réalité actuelle du fonctionnement du champ de la conscience qui régi par un système invisible. Et d'aller découvrir ce que c'est que ce système invisible, là, le système des égrégores, incombant au fonctionnement de la conscience collective et de chaque être humain depuis la fin de l'ère des Atlantes. Je nomme ça de temps en temps une sorte de virus psychique qui est né à la fin de cette époque, dont nous avons hérité et qui est né quand voilà cette époque a périclité, quand il s'est passé une grande sorte de catastrophe, mais qui n'est pas une catastrophe comme nous l'entendons nous comme catastrophe. Il s'est passé quelque chose de bien plus grand, dramatique, cosmiquement. Euh, euh, Dramatique, vraiment. Et c'est important aussi de savoir ça, mais je ne peux pas en parler comme ça. D'accord? euh,
c'est important de savoir tout ça parce que ça permet de se rendre compte de la réalité, qu'il y a une réalité tout autre et euh, que pour se retrouver, c'est important de fournir un certain effort euh, et qu'on est tous capables de retrouver son plus grand potentiel de vivre en instaurant un réel changement dans sa vie. Et les résultats ne seront qu'à la hauteur de votre engagement dans ce sens. Donc c'est impératif de passer par ces différentes étapes de compréhension, d'intégration, euh, de toute cette manière-là. D'accord? euh, je vais quand même développer certaines questions que je développe. Enfin, je vais vous parler de certaines questions que je développe très en détail durant mes stages. C'est par exemple, jusqu'où pouvons-nous faire des liens entre notre civilisation, à nous, et celle de l'Atlantide? Comment et pourquoi l'Atlantide disparut il y a de cela 70 millénaires? Euh, comment notre humanité est née? Comment nous sommes nés? Comment on a été créé? C'est très important aussi de savoir ça. Et en fait, vous verrez que vous n'avez pas besoin de me faire confiance. Vous verrez que tout se raccorde et que c'est juste magique. C'est juste magique. Ok. Il y a aussi comment se fait-il que tout se déséquilibra autant sur la planète et pourquoi le bien-être commun est difficile à trouver à notre époque. Ça aussi, c'est une question fondamentale. Mais surtout, pourquoi? Pourquoi tout ceci est caché sous silence et gardé complètement secret? Pourquoi c'est important? Et aussi, et ça je sais que vous voulez en entendre parler, c'est qui a construit les pyramides? Comment ont-elles été construites? À quoi servaient-elles? Et c'est de ce dont je vais vous parler lors du prochain live sur ce même thème. Donc, c'est ce que nous, voilà, c'est ce que nous rechercherons, c'est ce que nous chercherons à répondre lors du prochain live que je communiquerai sur Instagram et Telegram la prochaine fois. À nouveau, si vous souhaitez connaître tout ça en détail, j'organise un stage, un grand accompagnement qui dure 9 mois en 4 modules. Le premier module s'appelle Énergie. On rénove littéralement tout son système énergétique. Le deuxième module est sur la conscience, où je parle de qui étaient les Atlantes, toutes les questions que je viens de vous poser, comment les pyramides, etc., etc. Qu'est-ce que l'énergie dans tout ça? Comment circule l'énergie dans la matrice? Bref, énormément de choses pour faire évoluer sa conscience. Ça, c'est le deuxième module. Donc, premier module, énergie, deuxième module, conscience, troisième module, psyché, c'est-à-dire tous les programmes qui se sont développés en nous qui font que on a du mal à évoluer, à être bien dans sa peau. Tous les programmes destructeurs, ça s'appelle les PLD, qui se sont initiés en nous sur la base d'un virus psychique qui s'est intégré en nous et qui est rattaché au système des égrégores. Tout ça, je l'explique dans le troisième module, et le quatrième module s'appelle Corps et âme. C'est un stage final en présence à l'issue de ce long stage qui dure 9 mois. Et on peut aussi simplement soit s'inscrire directement à tout le stage directement ou commencer par le premier module pour voir si ça plaît, si ça convient. Et aussi, c'est une preuve pour vous dire que mon format est libre et que si à tout moment on veut sortir, c'est possible de s'en sortir. Et dans tous les cas, c'est possible de s'en sortir et de renaître. Et donc ce stage s'appelle Renaissance de l'âme actrice, tout simplement pour renaître et de redevenir pleinement acteur de sa vie en son âme et confiance. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter directement si vous voulez avoir plus d'informations. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site l'âme-actrice.fr, l'âme-actrice.fr. Sur ce, restez bien connectés à mon compte pour savoir quand est-ce que je fais le prochain live pour parler surtout et presque que des pyramides en lien avec les Atlantes et expliquer comment tout ça est arrivé, comment ça a été construit. Et je vous donnerai pas mal d'informations, beaucoup d'informations, des choses nouvelles dont vous ne trouverez pas sur YouTube et compagnie, tellement c'est spécifique, particulier. Et sur ce, merci et bravo à vous d'avoir pu participer ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.